On passe aujourd'hui aux structures de contrôle sous Python. On va utiliser PyCharm comme IDE. Donc PyCharm est un environnement de développement intégré pour programmer en Python. C'est un IDE qui a été développé par une entreprise tchèque, donc dénommée JetBrains. Comme caractéristique, il est considéré comme étant un IDE personnalisable, donc c'est-à-dire qu'on peut ajouter différents plugins pour le personnaliser. Il est multiplateforme. Il supporte aussi le développement web et prend en charge des frameworks web tels que Django, Flask, etc. C'est aussi un IDE qui est utilisé par des professionnels. Le petit bémol, c'est qu'il est payant. On va l'utiliser aujourd'hui pour pouvoir justement le tester et voir qu'il a une interface assez conviviale. Donc là, on va taper le code et on aura en bas l'exécution. Donc on a une certaine interactivité au niveau de l'exécution. Alors, pour les instructions conditionnelles maintenant, donc ce qu'on avait l'habitude de voir, donc tout ce qui est instructions entrée-sortie, input, print, etc., affectation, opération mathématique, donc si on les a au niveau d'un algorithme, on va les exécuter une après l'autre de manière séquentielle, c'est-à-dire qu'on va suivre l'ordre et on va exécuter instruction par instruction. Au niveau des instructions conditionnelles, on ne va exécuter un bloc d'instructions que si une condition elle est vérifiée. Donc c'est le if. Donc il y a plusieurs façons d'écrire des instructions conditionnelles sous Python. Donc il y a le if simple, il y a le if else, etc. On va les voir tous. Donc pour code, on va opter pour un code où on demande à l'utilisateur de nous donner un entier et on va tester si cet entier il est strictement positif. Donc s'il est strictement positif, on affiche un message, sinon on fait rien. Donc on va le nommer par exemple x, variable x reçoit input, on va donner ici le message, donc donner un entier. Donc le input va renvoyer un string, donc il faut faire le cast. Donc int ici. Donc ici, donc on va tester une condition. Donc on va d'abord voir si notre x il est strictement positif pour justement faire le print. Donc ça sera via le mot-clé if. Donc ce qu'il y a après if, il y a une condition. Donc if x strictement supérieur à 0, là il faut mettre les deux points. Et là regardez qu'est-ce qui s'est passé. Il y a une indentation. Donc l'indentation sous Python elle est très importante. Elle ne permet pas juste de d'écrire le code de manière lisible, mais c'est quelque chose d'indispensable. Donc ça remplace les accolades ouvrantes et fermantes au niveau d'autres langages de programmation. Donc tout ce qui va être écrit avec indentation, ça sera le bloc d'instruction qui sera exécuté si la condition présente au niveau du if est vérifiée. Donc si cette condition est vérifiée, on va afficher à l'utilisateur que x est strictement positif. Voilà. On exécute. Là, on va taper l'entier en question. Si je tape 12, regardez, ça m'affiche x est strictement positif. Si on reteste en tapant par exemple -2, regardez, il n'y a rien qui se passe. Donc le print ne s'exécute pas parce que la condition n'est pas vérifiée. Donc la condition ici doit retourner un vrai, true. Donc dans le cas où on a saisi un entier qui est négatif, donc ça a retourné false. Donc tout ce qu'il y a au niveau du bloc du if, donc tout ce qui est indenté ici ne sera pas exécuté. Donc ça c'est un if simple. Maintenant si on veut par exemple prendre en cas prendre deux cas. Donc soit x est strictement positif, soit x est strictement négatif. Donc là il faut ajouter, donc il faut sortir du bloc d'instruction et taper le mot-clé elif en minuscule. Donc c'est le else if. Et là on va mettre la condition inverse si on veut, donc x strictement inférieur à 0. On n'oublie jamais les deux points. Et là on va faire le print justement pour dire que x est strictement négatif. On reteste. On va donner -2. Donc x est strictement négatif. Et si on donne 2, x est strictement positif.
Si on veut maintenant tester plusieurs conditions, donc il y a le cas où le x il est nul, donc on l'a pas traité. Donc ce qu'on a vu au tout début c'est le if simple, ensuite on vient de voir le if et le if, et maintenant on va voir le if et le if else. Donc else ici ça remplace quoi? Donc else n'est jamais suivi d'une condition. Le else ça sera la négation des deux conditions présentes au niveau du if et du elif. Donc si x n'est ni strictement positif et n'est ni strictement négatif, donc il est forcément nul. On va taper ici le message print x est nul. On exécute. On va donner 0. Voilà, on nous dit qu'il est nul. Donc ça n'a pas été vérifié au niveau du if, ça n'a pas été vérifié au niveau du elif, ça a été forcément vérifié au niveau du else. Donc on ne peut pas avoir un autre cas. Donc soit x est strictement positif, soit x est strictement négatif, sinon il est nul. On teste avec 2 positif et on teste avec moins 2. C'est négatif. Donc ça c'est le if, elif, else. On peut aussi mettre plusieurs conditions. On peut ajouter ici un autre elif. Donc si on voulait par exemple x soit compris entre 1 et 5, compris entre 5 et 10, entre 10 et 15, entre 15 et 20, etc. On peut taper autant de elif qu'on veut. Il y a aussi le if else, tout simple. Donc le if else, donc si ici on a un else, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la négation de cette condition. Donc x s'il n'est pas strictement positif, donc x est négatif ou nul. Donc le contraire de strictement positif, c'est inférieur ou égal. Donc négatif ou nul. On teste. On va donner moins 2. Regardez, x est négatif ou nul. Si on donne 0, c'est la même chose. Voilà. Et si on donne 5, strictement positif. Donc voilà toutes les formules du if sous Python. Donc voilà comment on peut écrire une instruction conditionnelle. Donc ici on peut aussi ajouter d'autres instructions. On peut ajouter des prints, des opérations, etc. Du moment qu'on reste au niveau de l'indentation, même chose ici. Donc on peut taper ce qu'on veut autant de fois. Dès qu'on tape une instruction qui commence par là, au tout début, là on va, donc là on suppose qu'on est sorti du bloc d'instruction. Donc c'est ce qui nous permet de gérer justement ces blocs d'instruction. Donc on n'a pas des accolades comme dans le cas du langage C. Et donc l'indentation est très importante sous Python par rapport à d'autres langages où c'est juste pour rendre un code lisible. Il y a aussi des versions courtes d'écriture du if. Donc on peut les utiliser que si on a une seule instruction au niveau du bloc d'instruction de la condition. Donc pour le if simple, on peut écrire le if au niveau d'une seule ligne. Donc on va mettre le print directement après les 2 points. Donc ça va marcher. Voilà, on donne 10. Pardon. « 10. Voilà. X est strictement positif. Donc on a pu écrire le if au niveau d'une seule ligne. Mais là, si on avait plusieurs instructions à saisir au niveau du bloc x supérieur à 0, là on ne peut pas écrire le if en version courte. On peut aussi le faire pour le if et l'if else. Du moment qu'au niveau du if et du else et du elif, il y a une seule aussi instruction. Donc on reprend avec l'exemple de strictement positif, strictement négatif et nul. Donc là on va inverser. On commence par print x est strictement positif if x supérieur à 0. Après on met un else print x est strictement négatif if x inférieur à 0, else print
x est nul. Voilà. On tape moins 2. Voilà, x est strictement négatif. On essaye 0. X est nul. Et on essaye 10. X est strictement positif. On a pu écrire le if, elif, else au niveau aussi d'une seule ligne. Donc on peut le faire à condition qu'au niveau des 3 blocs d'instructions, il n'y ait qu'une seule instruction. Si on a plusieurs instructions, on ne peut pas écrire le if, elif, else en version courte. Il y a aussi la version if, else. Donc ça sera print x est strictement positif if x est supérieur à 0. Et if else ici, juste directement. Donc là, on va mettre négatif ou nul. Zéro, c'est négatif ou nul. Moins 3, c'est négatif ou nul. Et 2, c'est strictement positif. On peut aussi avoir au niveau du if plusieurs conditions. Donc par exemple, si on demande à l'utilisateur de nous fournir 2 entiers, donc x et y, et on va faire le test sur justement x et y. Donc on veut savoir, on va afficher un message que si x et y, les deux sont positifs. On peut le faire comme ceci. Donc if x supérieur à 0, et on ajoute le AND logique, y supérieur à 0. Donc x et y sont strictement positifs. Alors, on va donner 12 et 10. Là, ça nous affiche le message. Mais si je donne un positif et l'autre négatif, là, ça n'affiche pas le message. Donc, pour que ce bloc d'instruction, donc le print, soit exécuté, il faut impérativement que les deux conditions soient vérifiées. Donc, le x supérieur à 0 doit renvoyer vrai, et y supérieur à 0 doit aussi renvoyer vrai. Donc, le AND, ça marche comme ça. Maintenant, si on avait un OR, là, on va écrire x ou y, ou les deux sont strictement positifs. Maintenant, si je donne 12 et moins 3, ça va s'exécuter, parce qu'il y a une des conditions qui est vérifiée. Si je fais l'inverse aussi, ça va marcher. Moins 6 et 4. Voilà. Et si les deux sont vérifiés, bien évidemment. Voilà. Ça ne sera pas vérifié que si les deux ne sont pas strictement positifs. Par exemple, je donne moins 5 et moins 7. Voilà. Là, les deux conditions ne sont pas vérifiées, donc on ne rentre pas au niveau du bloc d'instruction du if. Il y a aussi l'opérateur logique NOT. Donc par exemple, on peut tester ceci. If not x supérieur à 0, donc là, ça sera le not, donc le résultat, ça sera négatif ou nul, justement. Donc x est négatif ou nul. Donc on va rentrer au niveau du bloc d'instruction que si l'inverse de x supérieur à 0 est vrai. Donc on va donner moins 5. On donne toujours le y. Il n'est pas important. Là, regardez, on rentre au niveau du bloc d'instruction. Et si on avait donné un x positif, là, on ne rentre pas au niveau du bloc d'instruction parce qu'on avait mis l'opérateur NOT. Donc si c'est vrai, le NOT va renvoyer faux et vice versa. On peut aussi avoir des if imbriqués, c'est-à-dire avoir un if à l'intérieur d'un autre if. Donc par exemple, on reprend toujours avec cet exemple-là, donc on enlève le y ici, on n'en a plus besoin. Donc if x supérieur à 0, donc
x est strictement positif. Bon, le else, ça sera donc elif x inférieur à 0 x est strictement négatif, else x est nul. Voilà. Donc là, au niveau du x supérieur à 0, je peux par exemple avoir un autre if. Donc if, par exemple, x est supérieur à 10. Donc là, je peux aussi taper print. Donc non seulement x est strictement positif, mais x est compris entre il est supérieur aussi à 10. Donc x supérieur, strictement supérieur à 10. Et là, je peux aussi mettre un else. Donc le else ici, c'est quoi? C'est que x est supérieur à 0, on est au niveau du bloc d'instruction du if, mais le x, il est inférieur à 10. Donc en réalité, le x, il est compris entre 0 et 10. Entre 0 et 10. Bien sûr, 0 et 10 ne sont pas... 0 n'est pas inclus. Et le 10, il est inclus parce qu'ici, on a un strictement. Et le 0 n'est pas inclus parce que de base, notre x, il est strictement positif. Voilà. Donc si je donne 5, il me dit que non seulement x est strictement positif, il rentre au niveau de ce bloc d'instruction, il va rentrer au niveau du deuxième bloc d'instruction imbriqué, parce que mon x, donc au niveau du else, pardon, parce que le x, il est inférieur à 10. Donc le 5, il est compris entre 0 et 10. Donc voilà pour les if imbriqués. On peut faire autant de if imbriqués qu'on veut. On peut aussi faire autant de elif qu'on veut. Et la particularité sous Python, c'est que le switch case, qui existe au niveau de la majorité des langages de programmation, il n'existe pas au niveau de Python. On n'a pas le switch case. Donc si on a plusieurs cas, il faut les traiter par if, etc. Si maintenant, pour une raison quelconque, on veut qu'au niveau d'un bloc d'instruction d'une condition, on veut rien faire. On ne veut pas avoir un print, on ne veut rien exécuter. Si on essaie d'exécuter ainsi, ça va nous générer une erreur. Donc le bloc d'instruction ne doit jamais être vide. Donc pour ce faire, si on veut qu'il soit vide et pour éviter l'erreur, on peut ajouter le mot pass. Si on ajoute pass, regardez, il n'y a rien qui se passe. Donc on va donner l'entier, même s'il est supérieur à 0, mais il n'y a rien qui se passe. Et ça ne génère pas une erreur. Donc on peut avoir un bloc d'instruction vide en mettant pass, l'instruction pass, pour éviter justement l'erreur. Donc s'il est vide sans le pass, ça va générer une erreur. Donc pour une raison quelconque, on veut avoir un bloc d'instruction vide, on met au niveau de ce bloc d'instruction vide le mot-clé ou bien l'instruction pass. Donc ça c'est aussi une particularité qui existe au niveau de Python. Maintenant on va voir, donc on a vu les variables, les structures de données, donc chaîne de caractères, liste, NuPlay, ensemble dictionnaire. Donc on peut utiliser le if justement pour faire certaines manipulations des chaînes. On n'a pas eu l'occasion de les voir au niveau des vidéos précédentes parce qu'on n'avait pas justement introduit les structures, les instructions conditionnelles. Et ça va aussi nous permettre d'introduire les opérateurs d'appartenance. On en avait parlé, le in et le not in, mais on n'avait pas pu les utiliser parce qu'on n'avait pas les notions requises, celles des listes, des chaînes, etc. Donc si on a une chaîne, ma chaîne reçoit bonjour, et là on va donner une chaîne un peu plus compliquée à tous, voilà, et là on veut tester si bonjour existe au niveau de ma chaîne. Donc on peut le faire avec le if. Donc if le mot bonjour, in l'opérateur d'appartenance, ma chaîne, l'objet séquentiel. Donc si on n'oublie pas les deux points bien sûr, on va faire un print.
on va dire que le mot bonjour figure au niveau de la chaîne. On teste. Voilà, le mot bonjour figure. Si on met un autre mot, là on va faire un else. Le mot bon, non, on garde bonjour ici. Le mot bonjour n'existe pas. Voilà. On a oublié la cote simple. Bon, là il figure. Mais si je remplace ici par bonsoir. Voilà, le mot bonjour n'existe pas. Donc il y a le in, il y a le not in. Ça va donner l'inverse. Voilà, il dit figure, parce qu'on a inversé la condition. Donc in est un opérateur d'appartenance. Donc il y a toujours, par exemple, une chaîne ou bien un élément d'un objet séquentiel. Donc par exemple une liste, un uplay, etc. Donc voilà l'opérateur in et voilà comment on peut tester si le mot bonjour appartient à la chaîne de caractères. Donc on peut aussi faire le test au niveau de liste. On va saisir une liste, par exemple ma liste reçoit par exemple 1, 2, bonjour. Et là on peut tester if bonjour in ma liste. De la liste, voilà, ça va figurer. Si je mets par exemple 2, le chiffre 2, comme on aurait pu faire un formatage de chaîne en affichant directement ici. Hein. Ah. Voilà, il figure. Si c'était le 3, il ne figure pas, pardon. Voilà. C'est la même chose pour un uplay. Donc, on va juste changer les crochets par des parenthèses. On change ici. On exécute au niveau du nuplay. Voilà, 3 n'existe pas, et si 3 existait, on va dire que le chiffre 3 figure au niveau du nuplay. Même chose pour les ensembles. On va juste remplacer les parenthèses par des accolades. Au niveau de l'ensemble. On a oublié ça. Voilà. 3 figures. Et si on met 2 maintenant, ça ne figure pas. Voilà. Donc liste, nuplay et ensemble, c'est la même chose. Et c'est aussi la même chose au niveau des dictionnaires. On va créer un petit dictionnaire. Donc par exemple matricule, spécialité et domaine. Donc change par mon dictionnaire. Et là on va mettre par exemple informatique. On va tester informatique.
figure au niveau du dictionnaire. On va dire ne figure pas. Donc, on était censé les voir hier, mais comme on n'avait pas introduit le if, j'ai préféré les laisser pour aujourd'hui. Ne figure pas. Ah, 2 points. Voilà. Ah, il faut taper les clés justement. Donc, domaine. Voilà. Donc, domaine figure. Si on met par exemple, on change domaine avec, on ajoute S. Voilà, ça ne figure pas. Donc voilà en gros pour les structures de contrôle, à savoir les instructions conditionnelles, donc le if, et comment aussi les utiliser au niveau des types séquentiels, donc liste, chaîne de caractères, etc. On va passer maintenant aux instructions répétitives, ou bien appelées communément les boucles. Donc une boucle, ça va permettre de répéter autant de fois un bloc d'instructions qu'une condition est vérifiée. Donc soit via une condition, soit via un nombre d'itérations connu à l'avance. Donc il y a 2 types de boucles utilisées au niveau sous Python, pardon. Donc il y a la boucle while et il y a la boucle for. On commence par la boucle while, pardon. Donc la boucle while, il y aura un nombre d'itérations tant que la condition est valide. Donc le nombre d'itérations n'est pas connu à l'avance. Donc tant que la condition est vérifiée, d'où le mot clé while, donc tant que. Donc pour écrire déjà une boucle while, on va faire un petit exemple simple. Donc il y a le while suivi ici d'une condition. Par exemple, si je veux afficher on veut afficher un entier de 1 jusqu'à 10. Donc on va faire while i inférieur à 10. Et là, 2 points bien sûr. Et là on va mettre le bloc d'instruction. Le bloc d'instruction c'est le print justement. On va afficher le i. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut incrémenter notre i. Donc i plus égale 1. Ou bien i reçoit i plus 1. I reçoit i plus 2 si on veut avancer avec un pas égal à 2. Qu'est-ce qui manque? C'est l'instruction qui permet justement de déclarer ce i et de l'initialiser. Donc on va mettre ici par exemple i reçoit 1. Donc si on ne fait pas ça, on ne pourra jamais entrer au niveau de la boucle. Donc déjà il faut déclarer le i, il faut l'initialiser. Il commence de 1 jusqu'à 10. Donc si on veut afficher jusqu'à 10, il faut ajouter le inférieur ou égal. Donc là, quand on rentre au niveau du while, le i est égal à 1. Donc i est égal à 1, c'est inférieur ou égal à 10. Donc ça retourne vrai. Je vais afficher le i. Je vais afficher 1. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais ajouter à mon i un 1. Donc i va avoir comme valeur 2. Qu'est-ce qui se passe après? Je remonte au niveau de la condition de la boucle. Le 2 est toujours inférieur ou égal à 10. Je vais afficher 2. Je vais incrémenter à 3. Je vais afficher 3 jusqu'à arriver à 11. Donc 10, je l'affiche. Lorsque j'incrémente le 10, donc le i va avoir une valeur égale à 11. Donc le while ici, il va retourner faux. Et là, on va s'arrêter. La boucle va s'arrêter parce que la condition n'est plus vérifiée. Si on exécute, voilà, on a l'affichage de 1 jusqu'à 10. Si on veut maintenant afficher jusqu'à 5 et s'arrêter brusquement. Donc l'idée n'est pas de changer au niveau de la condition de la boucle. Donc il y a une instruction qui s'appelle le break. Break, ça permet de sortir de la boucle même si la condition de la boucle while est toujours vérifiée. Donc on va ici faire un petit test. Donc on affiche le i et après on fait if i est égal à 5, double égal, 2 points, break. Qu'est-ce qui se passe au niveau du break? Au niveau du break, dès qu'on arrive à break, on sort carrément de la boucle. Donc là on est au niveau du 5. La condition est toujours vérifiée. On aurait pu aller au 6, 7, 8 jusqu'au 10. Mais le break permet de sortir
de la boucle, même si cette dernière est toujours, la condition de cette dernière est toujours vérifiée. On exécute, voilà, on arrive à 5, on l'a affiché, et on est sorti. Voilà. Donc le break permet de sortir brusquement d'une boucle. Par exemple, s'il y a un bug au niveau du programme, on peut utiliser cette instruction de break, arrêter carrément l'itération. Si maintenant le contraire, je veux que si j'arrive au 5, je ne fais rien, je ne l'affiche pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on va remplacer par le continue. Donc continue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arrêter l'itération en cours, mais il va continuer les prochaines itérations. Donc pour que ça prenne, donc si on le fait comme ceci, regardez, ça va toujours afficher. Donc déjà on a une boucle infinie. Donc l'idée, ça serait déjà de déplacer ce print en bas. Pourquoi elle a fait aussi une boucle infinie? Parce que le continue n'a pas laissé la chance à cette itération d'exécuter l'incrémentation. Donc le i vaut toujours 5 et de manière infinie. D'où cette boucle infinie. Donc ce qu'il faut faire, c'est remonter déjà l'incrémentation en haut. Voilà. Ça, il faut impérativement le remonter en haut. Si on teste maintenant, voilà. Ça va afficher tout sauf le 5. Donc là, pour que ça commence par 1, on peut initialiser notre compteur à 0, par exemple. Et la mettre strictement inférieur à 10. Voilà. Qu'est-ce que ça affiche? 1, 2, 3, 4. Le 5, ça ne l'affiche pas. Donc le 5, il y a l'instruction continue. Veut dire qu'on va arrêter de manière brusque l'itération en cours. Donc le print ne se fera pas. On va directement monter au niveau du while. Donc on va réexécuter une nouvelle itération avec un nouveau i. On a pu avoir un nouveau i grâce à l'incrémentation qui doit se faire en haut. Quand on laisse l'incrémentation en bas, après le print ou bien avant le print, donc tout ce qu'il y a après le continue au niveau de l'itération en cours sera ignoré. Et si l'incrémentation est ignorée, là ça pose problème et ça peut générer une boucle infinie où le i va avoir la valeur 5 de manière infinie. Voilà. Sous Python, les boucles ont un else. On va le voir. Donc on va déjà enlever ça. On répète le même exemple qu'avant. On enlève le if aussi. Donc on va faire le print et l'incrémentation. Une boucle très simple. Et on va justement faire le else. I plus égale 1. Le else, il vient ici. Donc le else, c'est le bloc d'instruction qui est exécuté lorsque la condition du while n'est plus vérifiée. Donc dans ce cas-là, on va mettre un print pour dire que le x maintenant il dépasse le 10. Voilà, i dépasse le 10. On exécute. Ah, on a oublié les codes pour les chaînes de caractères. Voilà. Donc là, on a terminé toute l'itération. Dès que la condition n'est plus vérifiée, on exécute le bloc d'instruction présent au niveau du else. Donc au niveau d'autres langages de programmation, il n'y a pas ce else. Pour les boucles sous Python, il y a le else. Elle possède un else. Comme on aurait pu l'écrire à la fin. Comme ceci. Ça va donner exactement le même résultat. Voilà. Parce que dès qu'on écrit une instruction sans indentation, veut dire que il faut l'exécuter après l'exécution de la boucle. Donc après, dès qu'on sort de la boucle, on va revenir vers print. Si par contre il y a la présence du break avec le else, on va essayer de le voir. On va faire par exemple if ici. Alors par exemple if i égale à 5.
On peut l'écrire aussi au niveau de la même ligne parce qu'on a une seule instruction. Et on va faire le else ici. On va voir s'il est exécuté. Donc, il faut juste ajouter une indentation. Regardez, ça arrête vers le 5 parce qu'il y a le break. Le else n'est pas exécuté. Lorsqu'il y a un break, lorsque on arrête la boucle, le else n'est jamais exécuté. Par contre, si on avait ça, là on aurait exécuté le print. Bien sûr sans indentation. Voilà. Donc le else, le contenu du bloc d'instruction else n'est jamais exécuté lorsqu'il y a un break au niveau de la boucle, lorsque ce break est atteint justement. On peut aussi utiliser la boucle while pour parcourir les éléments d'une liste ou bien d'un unuplet. On va essayer de le voir. Donc on va donner un exemple de liste. 1, 2, bonsoir, 2,5. Voilà. Et là on peut parcourir les éléments. Donc on va initialiser notre compteur à 0, parce que le premier élément c'est 0, ma liste 0, ma liste 1, etc. Et donc la condition d'arrêt, ça sera que si le i il est inférieur à la longueur de la liste. Donc while i strictement inférieur à la longueur, donc c'est via la fonction len, ma liste, deux points, print, ma liste de i. Ah, on a oublié l'incrémentation i plus égale 1. On reteste. Voilà. 1, 2, bonsoir, 2,5. Même chose si on avait un unuplet. On remplace par des parenthèses. Donc ça a les mêmes caractéristiques, sauf que c'est immuable. C'est indexé, les éléments sont indexés, donc il n'y a pas de problème. Voilà. On peut afficher le contenu d'une liste ou d'un unuplet, donc tous les éléments, avec une boucle while. Donc la condition, ça sera que l'index soit inférieur à la longueur de, strictement inférieur à la longueur de la liste ou bien du unuplet. Pour l'ensemble, on ne peut pas le faire parce que les éléments ne sont pas indexés. On ne peut pas écrire mon ensemble de i, mon ensemble de i plus 1, etc. On ne peut pas avoir accès à un élément de l'ensemble via son index. Donc voilà pour la boucle while. On va maintenant voir la dernière boucle qui est la boucle for. La boucle pour, bien pour en français, elle ressemble moins aux boucles pour qui existent au niveau des autres langages de programmation. Donc la boucle pour va itérer ou bien boucler sur un objet séquentiel justement. Donc sur une liste, sur une chaîne, sur un unuplet, sur un ensemble ou bien sur un dictionnaire ou bien sur un range pour un intervalle d'entiers. La boucle while par exemple ressemble à la syntaxe de la boucle while sous Python ressemble à la syntaxe du C par exemple. Donc c'est à peu près la même chose, sauf les accolades ouvrantes et fermantes. Pour le for, ça ne ressemble pas du tout. Donc pour le for par exemple, en C, on avait ça. For, là on avait i reçoit 0, donc l'initialisation du compteur. Ensuite on avait la condition d'arrêt, i inférieur à n par exemple, 10. Et là on avait le pas, i plus plus. Et là on avait les instructions. Donc ça c'est pour la majorité des langages, ça se passe comme ça. Donc for aussi ça permet d'itérer sur, on connaît le nombre d'itérations par rapport au while où on itère tant que la condition est vérifiée. Pour le for au niveau de Python, on va itérer sur des objets séquentiels. Donc la syntaxe ça sera for. Donc par exemple, si on veut itérer sur une chaîne de caractères, on va afficher caractère par caractère. Donc j'ai une chaîne de caractères. Bonjour à tous. Et là je vais faire for x in ma chaîne. Deux points. Print x. Donc là, pas la peine d'incrémenter un compteur. Il n'y a pas de compteur. Donc le for va tout gérer tout seul.
Et si on exécute, voilà, lettre par lettre, caractère par caractère. Bonjour, même les blancs. Blanc, A, blanc, tous. On peut aussi utiliser la boucle pour itérer sur une liste ou bien un NUPLE. Donc ma liste. Donc elle contient cette chaîne et elle contient par exemple le 1, 2,5, true, for x in ma liste. Ça va afficher élément par élément. Bonjour à tous, suivi du 1, suivi du 2,5, suivi du true. Même chose pour un NUPLE. Ça va afficher exactement la même chose dans le cas d'un NUPLE, même d'un ensemble. Pour l'ensemble, maintenant, on peut le parcourir avec une boucle pour, chose qu'on ne pouvait pas faire avec une boucle while, parce qu'il n'y a pas d'indexation d'éléments. Voilà. Sauf que, au niveau de l'ensemble, ça va afficher de manière aléatoire. À chaque fois, le X va piocher un des éléments. Donc regardez, donc le 1 aussi, le true, ce sont des doublants. Regardez. Parfois un bonjour, ensuite 2,5, parfois c'est un 2,5 bonjour, etc. Donc ça a l'air d'être plus facile par rapport au while où il faut gérer le compteur, l'incrémenter, l'initialiser, etc. Alors, il y a aussi un autre type d'objet séquentiel, c'est le range. On va tester, par exemple range 10, donc ça on enlève, on n'a plus besoin. Si on teste cette boucle, regardez qu'est-ce que ça affiche. Ça affiche de 0 jusqu'à 9. Si je mets 5, ça va afficher normalement de 0 jusqu'à 5. Donc le range, c'est comme un intervalle d'entier. Donc si je mets 5, veut dire que je vais m'arrêter. Donc la condition d'arrêt, ça sera le 5. Donc le 5 ne sera pas inclus et on commence par 0. Maintenant, si je veux spécifier le début et la fin, donc là, je vais mettre par exemple 1,6 pour afficher de 1 jusqu'à 5. 1 jusqu'à 5. Si maintenant je veux avancer d'un pas, je vais ajouter ici le pas. Donc là par exemple ça va m'afficher les chiffres impairs. Si je veux que ça m'affiche les chiffres pairs, je commence par le 2. Donc 2, 4. Si je mets par exemple le 11, ça va m'afficher 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8, 10, etc. Donc le range c'est aussi un objet sur lequel une boucle pour peut itérer. Donc si, en connaissant maintenant cette notion de range, on peut parcourir maintenant une liste autrement. Si on reprend l'exemple, bonjour à tous, 1, 2, 2,5, true, on va mettre false. Voilà. Maintenant, donc ce qu'on avait vu là, tout à l'heure, c'était for x in ma liste. Là, on va faire for x in range. Là, il faut avoir un nombre d'itérations. Le nombre d'itérations, ça sera la longueur justement de la liste. Et là, on va pas faire un print x, mais un print. Donc, si on fait print x, ça va afficher les index. On va afficher ma liste de x. Voilà. C'est la même chose pour un NUPLE. For x in range len mon NUPLE. Donc, ça va donner aussi le même résultat. Voilà. Donc, pour parcourir les éléments d'une liste ou bien d'un NUPLE, on peut soit faire for x in ma liste ou bien mon NUPLE print x, ou bien for x in range longueur de ma liste ou bien de mon NUPLE print ma liste de i, mon NUPLE de i. Pour les ensembles, on ne peut pas le faire parce que on n'a pas cette notion d'index au niveau des éléments d'un ensemble. Dernier objet séquentiel, c'est bien sûr le dictionnaire.
Donc c'était prévu qu'on voit ça hier, mais comme on n'avait pas introduit le if et les boucles, etc., donc c'était pas concevable de le voir hier. Donc on a les clés, donc matricule, spécialité et domaine. Donc là, si on veut par exemple afficher toutes les clés d'un dictionnaire, donc ça sera for x in mon dictionnaire. Print le x. Alors ça affiche matricule, spécialité et domaine. Donc on peut le faire comme ceci, ou bien for x in mon dictionnaire.keys. On l'avait vu hier. Donc ça retourne une liste de clés. Ça donne exactement le même résultat. Maintenant, si on veut afficher les valeurs, on peut faire par exemple for x in mon dictionnaire. Maintenant, print mon dictionnaire de x. Là, ça va me retourner les valeurs de 2023 GTR informatique, ou bien utiliser la liste .values. Et là, on va afficher directement le x et non pas mon dictionnaire de x, ça n'a pas de sens. Alors, on a oublié les parenthèses de la fonction values. Voilà, 2023 GTR informatique, ce sont les valeurs qui existent au niveau de mon dictionnaire. Maintenant, si je veux afficher item par item, donc je peux aussi utiliser la fonction .item. Voilà. Je vais afficher des nuplets. Pour chaque item, ça sera un nuplet où il y a la clé suivie de la valeur. Donc voilà pour l'utilisation de la boucle pour accéder pour parcourir les éléments d'un dictionnaire. Donc il y a aussi le break au niveau de la boucle pour. Donc on va par exemple boucler sur une liste. On va reprendre le même exemple d'avant. 2,5 et la chaîne. Bonjour à tous. Donc for x in ma liste. Et là par exemple si j'ai donc if x égale à 2, je vais faire un break. Bien sûr, je fais remonter le print. On teste. Voilà, donc ça affiche le 2. Ensuite, ce qui vient après, on ne l'affiche pas. Donc le break permet de sortir carrément de la boucle. Voilà, même si on n'a pas encore terminé le parcours d'autres éléments au niveau de la liste. Il y a aussi le continue. Donc pour que ça prenne sens, il faut que le print soit en bas. Voilà, 1, 2,5 et bonjour à tous. Parce que quand c'était en haut, on a exécuté le print, le continue, qu'est-ce qu'il fait? Il va arrêter l'exécution des instructions au niveau de cette itération. Et après le continue, il n'y avait rien. Donc le continue, on ne pouvait pas voir son effet au niveau de cet algorithme. Mais maintenant, on voit réellement que lorsque x est égal à 2, le print n'est pas exécuté. Même ce qui peut suivre le print. Mais on continue l'exécution de la boucle. Donc on va afficher les autres éléments qui suivent le 2. Donc c'est la même chose pour c'est comme dans le cas où on avait vu le break et le continue au niveau de la boucle while. Une boucle aussi elle a sans else, donc comme la boucle while. Donc else, on va faire un print par exemple parcours terminé avec succès. On teste, donc ça va s'afficher. S'il y avait un break, là, le else ne sera pas exécuté. Regardez, on n'exécute pas. Voilà, donc lorsqu'il y a un break au niveau de la boucle pour, le else de la boucle pour ne sera pas exécuté. Donc si on veut que ce print soit exécuté, là, on va enlever le else.
Et ça n'affiche pas aussi le 2 parce que le print il est juste après le break, donc on arrête tout. Et là on peut pas, par exemple, le else aurait été bénéfique parce qu'il nous dit parcours terminé avec succès. Là le parcours n'a pas été terminé avec succès. Donc si on veut, il faut toujours par exemple saisir ce print au niveau du else justement. Donc le parcours n'a pas été terminé avec succès. Donc voilà pour le else. Il y a aussi le pass. Donc si par exemple j'ai, c'est comme pour le if, on l'avait vu. Donc si par exemple j'ai une boucle où je ne veux rien saisir, si j'essaie ainsi, ça va me générer une erreur. Donc il faut qu'il y ait un bloc d'instruction. Si mon bloc d'instruction est vide, donc je vais saisir l'instruction pass. Donc une boucle pour ne peut jamais être vide, mais si pour une raison quelconque on veut qu'elle soit sans contenu, il faut juste insérer l'instruction pass pour éviter d'obtenir une erreur. Donc voilà pour les instructions, les structures de contrôle, donc le if, les différentes formes d'écriture du if, les écritures simples, le test sur les structures de données qu'on a vues, ensuite les boucles donc while et for, ainsi que les différentes instructions qu'on a vues, donc le break, continue, pass, et le else, donc c'est quelque chose qui n'existe pas par exemple au niveau d'autres langages de programmation, et on a pu aussi les utiliser pour pouvoir itérer sur les différents éléments séquentiels qu'on a vus, à savoir les chaînes de caractères, les listes, les NUplay, les ensembles et les dictionnaires.